Bonsoir à tous et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, nous nous posons une question cruciale. Le départ de la MINUSMA du Mali signe-t-il la fin d'un mythe? Après une décennie de présence, cette mission onusienne censée ramener la paix et stabiliser le Mali quitte le pays sous les critiques et les doutes. Pour la junte malienne, ce départ incarne une souveraineté retrouvée, mais pour d'autres, il ouvre la voie à des défis sécuritaires majeurs. Quels défis attendent le Mali qui revendique son autonomie face au terrorisme et aux tensions internes? La MINUSMA a-t-elle échoué dans ses objectifs ou était-elle condamnée d'avance? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour cela, je suis entourée d'un panel d'invités. D'abord, Ibouba, vous êtes journaliste politique. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Soukena. À ma gauche, Makalan Gebla, vous êtes journaliste, vous êtes également ancien conseiller sous la présidence tchadienne. Avec votre expérience aux enjeux régionaux, vous allez nous apporter un regard critique. Merci d'être avec nous. Bonjour Soukena, merci beaucoup, ça fait un plaisir de vous retrouver. Et enfin, Frédéric Tchoungui, vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à décrypter les implications politiques et sécuritaires de ce départ du Mali et au Sahel. Merci de nous recevoir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ibou, je me tourne vers vous. En 2013, la MINUSMA a été déployée pour stabiliser le Mali. En tout cas, c'était la volonté affichée. Quels étaient les objectifs initiaux de cette mission ? Oui, les objectifs de cette mission, c'était pouvoir encadrer, comme vous le savez, l'Afrique à ses aventures et ses mésaventures. Donc la MINUSMA a été posée là pour pouvoir veiller à la sécurité de la population malienne et pouvoir aider afin que tout puisse se passer bien, donc avec la transition malienne notamment. Aujourd'hui, malheureusement, donc c'est un rêve qui a été levé, donc un drapeau qui a été levé, ce qui va sous-entendre plutôt beaucoup de choses. Est-ce que un rêve pour la population, pour le gouvernement, pour la population pour qui? Et pour la transition en tant que telle, puisqu'aujourd'hui ça signifie ou ça notifie même une certaine souveraineté du Mali, parce que le Mali aujourd'hui contient tout à fait sa souveraineté. À l'absence donc de la MINUSMA, elle peut décider de traiter avec n'importe quel pays qu'elle veut sur le plan économique, sur le plan politique. Dès la présence de l'ONU, dès la présence de la MINUSMA, je crois que ce n'était pas une possibilité qui était là. Quelle a été la perception, Makalan Gebla, de la population lors de l'arrivée de la MINUSMA et comment cette défiance elle s'est installée au fil du temps? Bon, la première perception des populations maliennes était qu'elle avait salué effectivement l'arrivée de la MINUSMA, qui était cette institution onusienne qui est censée effectivement apporter son expertise internationale et aider le peuple malien qui traversait un moment difficile. Vous savez, il y avait les menaces djihadistes au nord qui étaient complètement divisées. Et donc, il y avait un espoir qui était né de cela. Mais, au fil du temps, la revendication légitime du peuple malien qui avait couru au début, que la présence de cette force multinationale onusienne allait effectivement les aider. Or, la mission initiale des forces multinationales n'était pas de venir aider militairement les forces maliennes qui se battaient contre le groupe armé qui se trouvait au nord. C'est ça qui a fait amener les Maliens à changer de lecture. Et instrumentalisé par l'opinion publique politique, les Maliens ont dû dire écoutez, cette force est inutile. C'est la même situation qui s'est produite par rapport même à la présence des troupes françaises qui a dû quitter effectivement principalement le Mali parce qu'effectivement les gens ne s'identifient pas, ne se retrouvent pas dans cette présence des forces multinationales. Maintenant, c'est que le constat que nous pouvons faire, c'est qu'en même temps, la présence était utile et en même temps elle était inutile. Utile parce qu'en fait, pendant une dizaine d'années, la MINUSMA avait recruté des personnels maliens qui, eux, aussi avaient des familles, qui étaient entretenus par, effectivement, la présence de cette force internationale, cette présence multinationale. Sauf qu'après leur départ, il va y avoir du chômage. Donc, du coup, l'État malien doit prendre sa responsabilité pour comment récupérer les personnes qui vont être vraiment en chômage, mais comment pallier également à cette question. Frédéric Tchoungui, qu'est-ce qui a fait que la MINUSMA n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était un manque de moyens financiers? Est-ce que c'était un manque de stratégie? Ou un manque de coordination avec le gouvernement malien? Ou tout ça à la fois finalement? Alors je pense que le gros problème avec toutes les différentes fractions déployées par les Nations Unies pour pouvoir régler ou apporter un soutien, que ce soit au niveau alimentaire ou pour permettre de, entre guillemets,
de donner la possibilité à un pays de passer sa transition, c'est qu'ils sont malheureusement parfois éloignés du réel problème. C'est-à-dire que la MINUSMA et toutes ces programmes en réalité des Nations Unies ne règlent pas le problème de fond. Le problème de fond qui sont des problèmes structurels. Ils pallient simplement dans des régions, dans des endroits à amener une certaine, c'est-à-dire essayer de jouer un peu les pompiers, mais ne résolvent pas le problème de base, le problème ancré dans le pays. C'est pour ça qu'il y a toujours ces deux poids deux mesures en réalité entre son action, la communication qu'elle en fait et les résultats sur le terrain. Et on se rend compte que les populations finalement ne vivent pas mieux pendant qu'elles sont là, parce qu'elles ne font que pallier, mais et nous avons besoin plus de politique sur de long terme pour pouvoir régler les conflits sur place ou régler les situations sécuritaires ou alimentaires sur place, que d'avoir l'ONU qui va venir et qui va essayer de déployer ses contingents sans réellement prendre en compte les réels besoins des populations. Macaïn Gebla. Justement, les attentes des populations étaient de voir la MINUSMA et ses forces intervenir militairement aux côtés des forces maliennes. Or, la mission initiale des forces multinationales était de pacifier un pays. Or, dans ces cas de figure, les Maliens ont peu déchanté et les autorités maliennes publiques, les hommes politiques maliens, les dirigeants maliens ont dit écoutez, on voit inutile cette présence, il faut demander la révision. Donc, il y avait à un moment donné des négociations qui ont permis au personnel technique de quitter Bamako, d'autres qui ont été un peu à l'intérieur. Maintenant, on va vers une étape importante, celle même des départs massifs. Et donc, il va y avoir que des équipements qui vont être légués aux Maliens. Mais même ces équipements ne pourront pas être laissés aux Maliens parce qu'ils vont être répartis dans des pays. Ça n'a pas été laissé aux Maliens. Ça n'a pas été laissé aux Maliens, ces équipements. Donc, de toute façon, la MINUSMA a pris fin depuis, je crois, le 15, quelque chose, si je exactement, depuis le 15 novembre. Je crois que la mission a pris fin à partir du 15 novembre. Mais je voudrais juste notifier que cette organisation, peut-être sûrement, a joué son rôle à sa manière. Peut-être sûrement les institutions internationales ont pu comprendre que peut-être sûrement qu'elle avait une force, que cette force avait une nécessité au Mali. Mais si aujourd'hui la transition trouve pas nécessaire donc le vrai enjeu ou le vrai rôle que devait jouer cette MINUSMA, je crois que en toute liberté, elle a trouvé nécessaire de lever le petit coin et puis de leur dire écoutez, il va falloir que vous preniez des parts. Et maintenant, ce qu'on peut... C'est un échec total, la MINUSMA, ou bien il y a eu des... Non, c'est pas un échec, ils ont joué le rôle jusqu'à un certain terme. Maintenant, si... Il y a eu des acquis dans certains domaines? Oui, il y a sans doute. Les acquis, c'est au niveau de la population, parce que la MINUSMA, elle était là, c'était pour assurer la population, c'était pour... On évoquait à l'instant une désillusion de la population, finalement. Qu'est-ce qu'en a tiré la population? Mais la vision sécuritaire, c'est-à-dire que quand vous voyez la MINUSMA devant vous, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Vous dites que peut-être sûrement il y a une autre force qui sera là face à cette force occulte qui peut donc à tout moment jaillir. Nous avons vu, nous rappelons très bien donc de cette marche de la rébellion qui devait marcher sur Bamako. Donc tout cela a réveillé les consciences. D'où la présence de la MINUSMA était quand même bien accueillie au début. Voilà, était bien accueillie au début par la transition. Même au fil des temps, la transition a compris qu'ils ne jouaient pas réellement franc jeu, ou peut-être sûrement que leur rôle était un peu sous-estimé et n'était pas si nécessaire. D'où ils ont demandé leur départ. Frédéric Tchoungui, je vous retourne la question. Il y a eu, c'est un échec? Non, c'est un échec. C'est un échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont été amenés pour pacifier, aider à pacifier le Mali, pouvoir permettre au Mali d'avoir l'entier contrôle de ses frontières, aussi l'entier contrôle de son territoire. Aujourd'hui, c'est un échec. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Et ils s'en vont comme cela. C'est-à-dire qu'ils ne s'en vont pas parce que la mission est accomplie, ils s'en vont parce que les dirigeants en place ont décidé qu'ils n'avaient plus rien à faire au Mali parce que, malheureusement, ils n'ont pas mené leur mission à bien. Et deuxième chose, il y a toujours cette importance entre le ressenti des populations et la communication de la MINUSMA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la population aujourd'hui a été bien sûr instrumentalisée par le parti au pouvoir comme la MINUSMA étant l'un des problèmes du Mali. Ce qui prouve bien qu'il y a une défiance qui est née. Et le parti au pouvoir
c'est, enfin, la transition, peu importe les comment on autorités l'appelle, de la transition. oui, les autorités de la transition s'est engouffré dedans. Cela veut bien dire que à l'intérieur, même au fil des années, il y avait déjà un ressenti qui n'était pas favorable et qui a dû se mettre en place petit à petit, s'installer dans le quotidien des Maliens qui ont été confrontés directement à la MINUSMA. Et la transition a senti qu'ok, ils sont là, ils empêchent d'une certaine manière la souveraineté du Mali, ils empêchent d'une certaine manière la possibilité que nous avons de choisir directement nos partenaires avec lesquels on veut échanger, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la MINUSMA s'en va, mais c'est les groupes Wagner qui viendront. Hein. Il faut être clair sur ça. Donc, nous avons donc ces 2 poids 2 mesures que la transition a vu et a donc fait naître l'exacerbation au niveau des populations, et ce qui a créé aujourd'hui donc cette séparation et le fait que la MINUSMA sont partis. Moi, je voulais juste ajouter que les autorités maliennes reprochaient de la tension, donc la junte reprochait un peu à la présence aux experts maliens, aux experts onusiens, de produire des rapports qui sont hostiles au gouvernement malien. C'est-à-dire des rapports qui ont été produits par des experts venus d'un peu partout sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de gouvernance, etc. Et donc ces rapports ont un peu déplu les autorités maliennes, disent que mais écoutez, vous êtes là pour nous aider à pacifier, mais on a l'impression que vous sortez de... Donc en fait, les autorités maliennes voulaient mettre le personnel onusien dans un carcan qui reflétait à leur politique publique. Or, les experts onusiens, dans leur chemin, eux, ils doivent vraiment s'exprimer sur un point de vue, donner le point de vue, exprimer le point de vue sur des sujets aussi à caractère national. Sauf que là, cette position n'a pas plu effectivement aux dirigeants maliens qui ont dit, bah, écoutez, donc au ministre des Affaires étrangères, à M. Abdoulaye Diop, qui était un brillant ministre des Affaires étrangères, qui a dit, mais écoutez, nous ne pouvons pas garder... Donc le Mali s'inscrit dans une logique souverainiste, comme vous l'avez dit. Cette logique souverainiste lui demande, lui impose effectivement de se débarrasser de certains partenaires qui, pour eux, sont suspects pour les autorités maliennes. Donc, du coup, la MINUSMA fait partie, effectivement, de cette institution internationale qui est venue pour aider, certes, le Mali, mais le regard intérieur des autorités maliennes s'oppose, effectivement, au déroulement de leur plan d'action, etc., dans le pays. Donc, des rapports contestés, souvent un rapport sur les droits de l'homme au nord, où il se passe des exactions à l'encontre des populations. Sur place, il y a une réaction publique du gouvernement malien qui se dit, bah, écoutez, nous contestons cela, etc. Donc, il y a eu effectivement un accrochage terrible entre le gouvernement et donc la situation est devenue intenable, même pour le personnel onusien et pour l'ONU. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un point de rupture. Et ce point de rupture rappelle un peu le départ également des troupes françaises qui, à l'époque, ont été, elles, invitées par le gouvernement malien de venir aider les forces maliennes à stopper effectivement la descente vers Bamako des mouvements djihadistes qui venaient effectivement de Gao, etc. Donc, on est arrivé à une situation aujourd'hui, le Mali, au nom de sa souveraineté, demande le départ des forces. Échec ou réussite, le débat est ouvert. Frédéric Tchoungui, cette incompatibilité, enfin c'est plutôt ces tensions croissantes entre la MINUSMA et le gouvernement malien, est-ce que c'est la faute, comme l'évoque Makaïla, d'une incompatibilité idéologique, un problème de stratégie? Est-ce que ça aurait pu être fait autrement? En fait, le gros problème des Nations Unies, c'est qu'elle a un agenda qui n'est pas forcément l'agenda des pays africains. Vous savez, aujourd'hui, le Mali fait partie de l'AES, ce qui fait que leur velléité souverainiste se traduisent et s'exacerbent et s'affirment, bien entendu. Et malheureusement, les Nations Unies, qui sont inféodées de manière générale à l'establishment, lorsque je parle d'establishment, je parle bien sûr des États-Unis, des Occidentaux, c'est vrai que c'est un raccourci assez bateau, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est important qu'ils comprennent cela. Donc, lorsqu'ils viennent dans votre pays pour vous aider, c'est avec leur agenda. Vous avez parlé tout à l'heure des droits de l'homme, tout à fait. Ils ont une vision des droits de l'homme, ils ont une vision du développement économique, ils ont une vision des échanges commerciaux, ils ont une vision de la sécurité d'un État qui rentre parfois en conflit avec ce que proposent les États africains qui, eux, malheureusement ou heureusement, malheureusement pour les Nations Unies et heureusement pour eux-mêmes, ont totalement un autre calendrier, ont une autre manière de vouloir faire de la politique, ont une autre manière de vouloir se réapproprier leur espace. Et donc, nous arrivons donc malheureusement à un moment où il y a un point de rupture. C'est-à-dire que nous avons nos velléités, nous souhaitons nous développer dans un certain sens. Vous êtes en train de plutôt vouloir nous mettre dans un agenda qui ne nous correspond pas forcément et qui n'est pas forcément en adéquation avec nos réalités. Au jour d'aujourd'hui, vous devez partir.
C'était inévitable, Ibouba. Effectivement, inévitable. Je crois que le Mali, donc, en tant que nation, donc, a vu que la position de la MINUSMA n'était pas une position qui les arrangeait. Et en fin de compte, aujourd'hui, comme il s'est regroupé autour donc, de l'AES, vu cette situation aussi politique qui ne dit pas réellement son nom, donc ils ont une vision ambiguë au niveau donc, de cette institution. Parce qu'avant la MINUSMA, il y avait d'autres forces qui étaient là, d'où le Mali a demandé, la transition a demandé à ces forces de partir. Donc aujourd'hui, le Mali est en train de foncer d'une façon ou d'une autre à retrouver effectivement sa souveraineté nationale. Et pour cela, donc si ces attentes ne sont pas séduites ou ces attentes ne sont pas satisfaites, je crois qu'aujourd'hui, elle a trouvé nécessaire à la MINUSMA de partir comme les autres l'ont fait. On va essayer d'analyser ensemble justement les conséquences du départ de la MINUSMA sur le terrain sécuritaire et politique. Frédéric Tchoungui, la junte malienne, elle avait justifié ce départ par une volonté de défendre la souveraineté du pays. Selon vous, est-ce que cette décision, elle renforce véritablement l'indépendance du Mali ou bien elle risque de fragiliser le pays sur le terrain sécuritaire et justement dans sa lutte contre le terrorisme? Alors il faut savoir que le pays est déjà fragilisé de manière générale, que la MINUSMA soit là ou qu'elle ne soit pas là. Le pays est fragilisé. Donc en réalité, le fait que la MINUSMA soit sur le terrain ne change pas grand-chose. Et pour répondre à votre question, bien entendu que ça renforce la souveraineté du Mali. Le Mali a été capable de faire partir une force onusienne qui est sur son territoire et qui, faut le dire, se balade comme elle veut en réalité. Il faut se poser aussi la question de savoir à qui servent réellement les intérêts de la MINUSMA. C'est aussi une question, est-ce qu'elle ne joue pas le jeu des multinationales qui vont sur le terrain du Mali pour pouvoir exploiter ses terres? Est-ce qu'elle ne joue pas le rôle d'autres puissances pour pouvoir asseoir leur domination sur le Mali? Donc le fait d'avoir une rupture qui n'est que logique en réalité, parce qu'elle va dans le sens de la souveraineté, comme on l'a mentionné, du Mali, ce n'est que logique que la MINUSMA s'en aille et que le Mali réaffirme d'une certaine manière sa souveraineté. Juste pour terminer, même si peut-être les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous, c'est-à-dire que le Mali ne va peut-être pas reprendre totalement le contrôle de son territoire, mais c'est déjà un bon signal lancé, que ce soit au pays de l'AES, mais aussi d'une manière générale au pays de la sous-région qui accueille l'ONU chez elle et qui en réalité ne sait pas ce que fait l'ONU, parce qu'il faut être clair. Depuis que l'ONU se balade sur le continent africain, il y a une exacerbation des conflits et qui ne sont pas résolus. Et on se demande réellement, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pour ça qu'il faut, à mon sens, suivre la logique du Mali et les mettre dehors sur notre continent de manière grossière. Makalin Guebla, je voyais réagir. Justement, je comprends, les mettre dehors, ça me fait rire en tout cas. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas... Moi je comprends effectivement la réaction des autorités maliennes qui, pendant une dizaine d'années, 13 ans depuis l'attaque des garnisons de Gao, ça fait pratiquement 10 ans, ouais. 10 ans où les forces maliennes font face à des groupes djihadistes dont effectivement l'attitude échappe un peu à tous les observateurs, que ce soit onusiens ou nos autres observateurs. Donc aujourd'hui, je pense que le Mali, dans le cadre de sa souveraineté, pense que ces forces multinationales ou bien les bureaucrates onusiens là, qui font des rapports à partir de Bamako, à partir de Paris ou bien de New York, ne peuvent pas aujourd'hui leur donner des leçons. Et donc, ils disent au moment de leur départ, sauf que le Mali fait venir des forces aussi étrangères qui sont les Wagner. Et qui, les Wagner, pour nous, observateurs africains, sont aussi décriés sur le pays. Parce qu'il y a les Wagner, et ils ferment au moins les yeux sur les violations des droits de l'homme les plus catastrophiques qui se passent dans un total anonymat au nord du Mali. Et donc, Bouba, est-ce que Wagner peut combler aujourd'hui le manque de la MINUSMA? Non, pas du tout. C'est-à-dire que Wagner, si vous voulez, c'est une partie qui rassure ce gouvernement malien, en fait, en quelque sorte. Parce que, ouais, mais la population aussi. Puisque la population aujourd'hui, donc, elle est coiffée par la transition. Donc, aujourd'hui, cette transition-là, je crois que ce qu'il faudra noter sur Kaina, c'est que c'est une victoire du Mali. Il faudra le dire haut et fort. Puisque le Mali a pu quand même montrer que c'est un petit pays de l'Afrique, mais qui peut prendre ses décisions et qui peut avoir sa souveraineté totale. Aujourd'hui, elle permet au Mali effectivement donc d'asseoir, de pouvoir poser
les jalons économiques ou politiques qu'elle voudra faire et instaurer dans son pays. Et ça, il faudra noter. Si la présence de Wagner, si la présence plutôt donc de la MINUSMA était là, tout cela donc sera mis entre guillemets. En parlant de Wagner, oui, aujourd'hui c'est vrai que plein de gens sont en train de décrier Wagner, mais Wagner, je crois que aide beaucoup le Mali aujourd'hui par rapport donc à la relation qu'a voulu tisser le Mali avec la Russie, notamment, ce qui est tout à fait fondamental pour ce pays-là et pour le groupe de l'AES, puisque nous avons eu dans le rang de ces forces occultes que nous avons pu quand même voir, ces terroristes, nous avons vu quand même donc les concurrents de Wagner. Je ne veux pas énumérer ces pays d'une façon ou d'une autre, mais tout le monde a su et tout le monde a vu ce qui était là, qui était en train donc d'aider ces terroristes-là, qui foutaient la merde dans ce pays. Aujourd'hui, du fait que, la MINUSMA est partie, je crois que ce n'est qu'à saluer. Aujourd'hui, le Mali a montré justement qu'il a sa souveraineté et c'est une très grande victoire pour ce pays. Merci. Moi, je ne suis pas dans les slogans, effectivement, de faire partout ou pas. C'est que aussi, le Mali affirme son indépendance, sa souveraineté, elle doit être totale. Pourquoi? La souveraineté doit être aussi militaire. C'est que vous ne pouvez pas, d'un côté, demander le départ des forces multinationales dont le rôle était et dont la vocation était de vous aider à pacifier, et de l'autre côté faire venir des forces extérieures qui ne sont pas régaliennes. On va laisser tout le monde répondre. Qui ne sont pas dans une démarche régulière. Et donc je veux parler de Wagner. C'est que quand vous les deux ne sont pas compatibles. Non, le départ l'armée régulière et l'armée malienne, on va laisser tout le monde fait appel, qui refuse effectivement une force multinationale, la présence multinationale donc conventionnelle, et qui fait affaire à une force extérieure qui est non conventionnelle. Où elle se détache d'une dépendance pour retourner vers une. Je vais m'exprimer. On va laisser. Donc moi, je vais en fait. On laisse poursuivre Makaïla. La souveraineté de nos États, comme vous prétendez le dire, et vous le réclamez. Nos souverainetés doivent être monétaires, et donc le débat lié au franc CFA doit être effectivement relancé. Nos souverainetés doivent être aussi militaires, parce qu'en fait, nous devons prendre notre destin en main, venir faire face à ces Frédéric, je vais reformuler. Est-ce que venir Wagner sur le territoire africain, ils le sont à Bangui. Ça n'a pas empêché effectivement au groupe rebelle à Bangui d'interagir. Ils sont aujourd'hui au Mali, ça fait bientôt 5 ans, 6 ans qu'ils sont au Mali. Mais le Mali est encore confronté au défi. Frédéric, quelle lecture vous faites justement du départ de la MINUSMA et de l'arrivée de Wagner? Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis à moitié d'accord. On va dire. Je suis à moitié d'accord dans le sens où malheureusement, le Mali ne dispose pas aujourd'hui du matériel militaire nécessaire et du déploiement nécessaire pour pouvoir gérer ces crises. Sinon, je pense que ce serait déjà fait. Maintenant, et donc de ce fait, ils n'ont pas le choix que d'appeler une autre puissance. Moi, ce qui m'attriste, et c'est là où je vous rejoins, c'est que malheureusement, il faudrait créer une force africaine. Lorsque je parle d'une force africaine, c'est dans le but de pouvoir régler nos conflits internes. Nous avons besoin de cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons appel à des forces extérieures, elles viennent avec aussi leur calendrier. On parlait tout à l'heure. Elles viennent avec leur velléité. Je termine s'il vous plaît. Elles viennent avec leur velléité. Elles viennent avec leur aussi pour faire du business, parce qu'elles ne viennent pas juste nous aider. Et aussi d'une certaine manière, il y a une contrepartie. Merci. Il faudrait que, je termine, il faudrait qu'on puisse créer une force africaine qui puisse se déployer sur le continent et pouvoir faire face à ce type de conflit. Soukaina, dans l'intervention de M. Frédéric tout à l'heure, il avait expliqué effectivement son analyse, c'est que l'agenda de l'ONU ne colle pas avec l'agenda, ne rime pas avec l'agenda du Mali. Aujourd'hui, l'agenda de Wagner ne peut pas aussi non plus rimer avec l'agenda. Je voudrais juste apporter. J'apprécie à sa juste valeur ton intervention à réclamer une force internationale africaine. Et c'est ça notre démarche. Nous, notre démarche était depuis toujours, en tant qu'Africains, à Dakar, où moi je faisais une émission sur la question thématique. On avait réclamé effectivement qu'il y ait une armée continentale qui interviendra à tout bout de champ à des terres de confrontement armés afin d'éviter à ce que l'Afrique ne soit pas dépendante effectivement des forces extérieures. Et quand vous faites venir une force extérieure, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'anonymat total. C'est pourquoi j'en appelle, j'invite effectivement nos autorités. Il ne faut pas crier souveraineté, mais il faut aussi voir, il faut que nous ayons un regard autocritique de nos dispositions, de notre dysfonctionnement aussi. On va vous laisser répondre sur
sur justement la présence de Wagner, le départ de la MINUSMA. Est-ce que les deux sont incompatibles comme l'évoque? Mais ils sont tout à fait compatibles. Makela Ngabla, moi je voudrais juste vous rappeler une chose. Vous rappelez un tout petit peu du problème de la CEDEAO qui s'est récemment passé. Donc pourquoi la création de l'AES? Je crois que c'est un problème. Maintenant, si aujourd'hui le Mali ne faisait pas appel aujourd'hui à Wagner, le Mali ne prenait pas ses responsabilités pour faire face donc, à ces forces occultes. Mais cette force occulte qui est alimentée par qui? Par l'international. Donc c'était une force qui est là, une force unie face à l'armée malienne, qui s'est battue comme un seul homme pour essayer quand même de sauver son territoire. Je crois que c'est ce qui se voit, parce qu'aujourd'hui, cette rébellion où vous dites, où ces djihadistes qui sont nombreux, vous voyez effectivement donc d'autres nationalités qui fondaient ces djihadistes-là, d'où des Ukrainiens qui ont été tués. Je crois que cela a été perpétué et cela a été dit par la presse internationale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut notifier l'absence peut-être sûrement donc, des organisations internationales africaines, notamment comme l'ONU, comme la CEDEAO, comme tout ce que vous voulez, mais qui sont décriées par ce peuple malien, par la transition, qui ne voit pas leur intérêt et qui leurs attentes ne sont pas satisfaites. D'où ils ont fait recours donc, à Wagner. Et Wagner est en train de jouer potentiellement le rôle. C'est vrai que Wagner ne fera pas ce boulot comme ça, d'une façon fortuite. Il va falloir effectivement que le Mali puisse compenser ou payer d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, cela rend la souveraineté donc, du Mali, puisque les autorités maliennes, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de négocier avec Wagner, sont en train de travailler avec Wagner, mais cela n'a donné qu'un succès, Makela Ngabla. On va laisser répondre, et après on prendra une courte pause. Moi, je pense que c'est très important de bien mettre les choses dans le contexte. Lorsque les Français s'en vont, les forces onusiennes prennent le relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est la communauté internationale qui continue à se déployer. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un cas de figure où Wagner a été choisi par le gouvernement malien. C'est une forme d'autorité et c'est une forme de souverainisme. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire appel à Wagner. Voilà. Ce n'est pas Wagner qui nous a été imposé, c'est-à-dire que nous avons dit, bon, nous sommes dans une situation compliquée, nous allons choisir donc le partenaire militaire que nous jugeons le plus à même de pouvoir nous sortir de la situation. Donc c'est déjà dans la tête de manière générale lorsque vous êtes un Malien, vous vous rendez compte que votre gouvernement a choisi. Nous avons choisi de faire partenariat avec eux. Ça ne nous a pas été imposé comme les forces onusiennes. Donc là, je pense qu'il y a déjà une victoire. Maintenant, nous sommes d'accord qu'il faut créer une force africaine pour pouvoir pallier donc à Wagner et être dans cette logique. Moi, je parle du constat que l'argument développé par M. Abdoulaye Diop, qui est ministre des Affaires étrangères, dans l'une de ses interventions, il disait que nous sommes allés vers la France, vers les puissances extérieures, à leur demander de nous vendre des armes. Certaines puissances étrangères disent que non, c'était des armes non conventionnelles, on ne va pas vous les vendre. Et donc, nous, Maliens, on est libres, comme vous le dites, d'aller vers Wagner et acheter des armes. Donc, ils sont partis vers la Russie. Mais la Russie, c'est aussi Wagner. Et donc, en achetant ces armes-là, le Mali s'est affranchi effectivement du tutorat ou bien de la tutelle occidentale, si on veut se permettre de dire. Bon, cet affranchissement, nous ne sommes pas tout à fait opposés. Sauf que nous n'arrivons pas à contourner ou à circonscrire ce que peut faire Wagner au Mali, étant donné que le nord du Mali a des gisements d'or. Et il y a un moment donné, ces derniers temps, des rumeurs selon lesquelles des avions qui transportaient Mais Makela Ngabla, c'est tout à fait normal. Non, mais tu peux pas venir de chez moi et puis prendre tout. Mais non, mais c'est pas sans le consentement. C'est pas sans le consentement c'est pas sans le consentement des autorités maliennes. Le fond du problème est qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir, mais Wagner ne va pas venir faire le boulot comme ça, ex nihilo. Il va falloir signer des accords avec Wagner et signer des accords avec la Russie. L'AES, le fondement de l'AES même, ce qui donne la force aujourd'hui à l'AES, c'est la Russie. C'est Wagner. Mais la Russie n'a pas assumé, effectivement. La Russie ne revendique pas Wagner. Oui, non, mais elle n'a pas revendiqué cela. Aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement, on n'a pas d'alternative. C'est pour ça que le temps que Wagner est là, il faut que intrinsèquement, les Africains aussi s'organisent. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. C'est tout. C'est-à-dire que ça, en fait. On a des problèmes avec la Russie, les officiers russes ne disent pas que Wagner fait partie de notre unité. Oui. Donc c'est une arme. Avoir un partenariat clair, on les appelle les paramilitaires. Donc un paramilitaire, c'est pas une arme conventionnelle. Oui, mais absolument. Non, c'est pas une arme conventionnelle. Si un État souverainiste tisse des relations avec un groupe armé non conventionnel,
effectivement, vous êtes dans une situation d'infraction et d'irrégularité. Oui, mais Makaël Ngabla, écoutez, il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, est-ce qu'il va... Aujourd'hui, nous savons très bien... Je comprends l'urgence du Mali. Non, mais c'est une urgence. Mais aujourd'hui, si le Mali arrive... Ça montre les vides auxquels nous avons évoqué tout à l'heure. Les vides d'abord, il faut responsabiliser les Maliens eux-mêmes qui n'ont pas pu avoir une armée locale, nationale, républicaine, capable d'affronter effectivement ces mouvements djihadistes. Laisse-moi terminer. Et il faut aussi indexer effectivement l'absence effectivement d'une force sous-régionale, donc de la CEDEAO. Vous savez très bien que M. Ibouba, j'étais à Dakar quand le Mali a été annexé au nord. Aucune force sous-régionale n'était intervenue pour aider et secourir les Maliens. Il a fallu que les Tchadiens traversent des milliers et des milliers de kilomètres pour venir stopper effectivement avec l'aide de la France. Les gens sont reconnaissants, les Maliens sont reconnaissants. Aujourd'hui, on fait face à une situation. 10 ans après, la situation n'a pas changé. 10 ans après, figurez-vous que les Maliens partent aussi à appeler ou bien demander l'aide à la Russie ou bien à travers elle, les paramilitaires russes. Or, en 10 ans, on peut... Dieu merci, aujourd'hui, on constate qu'il y a une armée malienne en reconstitution et qui fait face effectivement à ces mouvements. Mais on aurait dû le faire bien avant. Makaëla, on va laisser Ibou répondre. Ibouba. Makaëla Gebla, je voudrais juste vous rappeler que les forces de défense et de sécurité maliennes ont fait le job et ils sont en train de faire le job. Vous savez très bien qu'il y a une partie du Mali, Gao, où quand même, c'était ça, Kidal, effectivement, Gao. Kidal, Gao, donc toute cette zone-là était une zone sous contrôle de l'ennemi. Et aujourd'hui, donc l'armée malienne a pu quand même acquérir cette zone-là, a pu découvrir d'autres choses, comme vous le savez très bien. L'histoire, donc c'est pas moi qui va rentrer dans les détails pour vous le dire, mais comme vous êtes bien informé, comme vous êtes journaliste, vous savez très bien ce qui se passe dans cette zone-là. Aujourd'hui, donc le pétrole, le problème entre l'Algérie même, et le Mali a suscité beaucoup de problèmes, donc a fait couler beaucoup d'encre. Il y a d'autres problèmes péripétiaux qui sont là en ce moment. Mais dire que l'armée malienne n'a pas joué son rôle, l'armée malienne a fait son job et est en train de faire le job. Je n'ai pas dit ça. Frédéric Chungi, je vous voyais réagir. Makaëla, on va laisser... Je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau pour se dire qu'il faut une force africaine. Maintenant, le gros problème qu'on a, c'est qu'elle n'est pas prête. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on se pose. Vous avez dit quoi? Il faut des palliatifs. Mais non, il n'y a pas de palliatifs aujourd'hui. Il y a la force Wagner qui est là, qui peut nous aider. C'est ça le palliatif. Voilà, qui peut nous aider. Donc il faudrait pour l'instant s'asseoir dessus tout en, comme j'ai dit parallèlement, développer quelque chose d'africain parce qu'aujourd'hui on n'est pas prêt. On a besoin d'une force africaine pour pouvoir se positionner sur le continent et c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes sur le long terme. On va poursuivre le débat dans un instant, ce débat qui suscite de vives réactions. On revient dans un instant sur Vox Live. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On va s'intéresser à la communication de la junte malienne. Je me tourne vers vous, vous qui êtes journaliste international. Vous avez un regard sur ce qui se passe sur le continent, sur le plan médiatique. Ce départ, il a été perçu comme une victoire pour la junte dans sa communication sur notamment sa souveraineté. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Quelle couverture d'abord médiatique il y a eu? Quelles revendications médiatiques il y a eu au niveau de la junte? On aimerait bien avoir votre regard là-dessus. Oui, mais les revendications médiatiques, je voudrais dire, donc les médias sont tout à fait disproportionnés donc là-dessus. Comment ça a été traité? Comment la population a accueilli cela? Sur l'international, par exemple, ils ont traité ça d'une façon ou d'une autre, mais sur le plan... Expliquez-nous. Sur l'international, avec RFI, avec tout ce qui s'ensuit, vous savez très bien que la place n'est pas tout à fait... C'est la politique de la communication, en quelque sorte. Vous voyez, le verbatim qui est choisi est tout à fait indifférent donc, pour pouvoir quand même soutenir la présence de Wagner. Vous avez entendu tout à l'heure mon collègue, je comprends très bien... Comment les médias étrangers, je vais reformuler, ils ont interprété justement ce départ de la MINUSMA? C'est une victoire pour le Mali. Parce que le Mali, pour eux, le Mali trouve sa souveraineté économique, sa souveraineté politique. Aujourd'hui, donc, le Mali peut tendre à pouvoir nouer des relations économiques à n'importe quel pays qu'il veut. Il peut faire appel à n'importe quel pays qu'il veut. Mais avec la présence de l'ONU, c'était impossible. Alors, concernant le traitement d'informations par les médias étrangers, c'est vrai... Vous êtes journaliste également, je le rappelle. C'est ça. Le traitement d'information est un traitement qui peut être objectif, ça dépend de là où on se positionne. Pour la presse malienne, c'est un traitement d'information objectif. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la souveraineté dont tu évoques. Ouais, absolument. Pour la presse internationale, moi j'estime que les autorités maliennes ne peuvent pas aller
dans un affrontement total avec la communauté internationale. Non, il ne cherche pas. Non, justement, d'un coup, vous ne pouvez pas faire sachez Serge Alain, journaliste correspondant de RFI à Bamako, qui se trouve maintenant à Dakar, parce qu'on estime qu'il traite une information biaisée sur la jeune. Vous ne pouvez pas non plus demander le départ des France 24, etc., des médias internationaux qui traitent d'informations, qui n'ont que leur vocation d'informer l'opinion. Mais ce n'est pas fortuit, Makela. Troisièmement, vous ne pouvez pas en même temps incarcérer à l'intérieur du pays des journalistes maliens qui eux-mêmes aussi font leur travail de journalistes. Donc moi je pense que le traitement d'information sur le volet du départ est partagé et biaisé parce qu'en fait, les gens ne sont pas unanimes sur le traitement d'informations. Il y a des médias pro-gente, il y a des médias anti-gente, même au Mali. Et donc il faut absolument que la junte militaire accepte cette diversité d'opinions qui pourra peut-être consolider effectivement un état de droit. Si tel n'est pas le cas, je pense que les questions liées aux droits de l'homme, les questions liées aux libertés fondamentales et restrictions d'espace civil et politique au Mali posent problème. Donc le traitement d'informations sur la question du départ des forces de l'aménagement est partagé. Alors, Frédéric Tchoungui, moi je pense vous voyez réagir lorsqu'on est dans une logique indépendantiste, une logique souverainiste, il est très important qu'il y ait un élan national qui épouse cette idéologie-là. Parce que vous ne pouvez pas faire du deux poids deux mesures. Il faut être clair. On ne peut pas faire du deux poids deux mesures dans le développement économique, social, politique et la souveraineté d'un État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la presse internationale, parce que moi je ne suis pas journaliste, mais je suis analyste. Donc lorsque j'écoute ce que la presse internationale dit, quand je parle de la presse internationale, je parle de la presse occidentale, je ne parle pas de la presse africaine. Ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est qu'ils regrettent le départ des Nations Unies parce que ça leur fait perdre, entre guillemets, enfin, il y a la présence des Nations Unies n'est plus sur le terrain, donc ils ne sont pas forcément favorables à cela. Mais lorsque on regarde d'un point de vue du Mali, national, d'un point de vue presse locale, d'un point de vue des directives qui sont prises, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et quand on regarde ce qui est dit sur le terrain, les Maliens épousent plutôt cette direction-là. Pourquoi? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la communauté internationale qui est sur le sol malien. Par divers canaux. Ça peut être journalistique, ça peut être au niveau des entreprises, ça peut être au niveau des Nations Unies, donc des organisations non gouvernementales. Mais quelle est la raison d'être aujourd'hui du Malien? C'est le développement. Et le développement n'a jamais marché avec toute cette présence-là, avec toutes ces différentes fractions-là. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une direction, aussi radicale soit-elle. Lorsque je parle de radicalité dans le tournant. Je ne parle pas de radicalité sur des personnes ou sur des personnes directement. Je parle du fait que l'État malien doit à tout prix donner un sens qui doit être épousé par l'ensemble de la population et qui doit exclure la communauté internationale, non pas l'exclure de manière brutale, mais l'exclure dans les choix du Mali. Pourquoi? Parce que ça n'a rien donné avant et nous avons besoin d'une vision et d'une direction forte et précise. J'apprécie votre analyse, monsieur Frédéric, sauf qu'il y a un élément important que vous avez oublié, c'est que dans la logique de rupture que le Mali est en train de déclencher contre la communauté internationale, il n'y a pas une adhésion populaire. Vous savez, l'imam Idiko, figure emblématique religieuse du Mali, qui de temps en temps rappelle à l'ordre de la junte. Vous avez des figures, hier, il y avait le Premier ministre du Mali qui a fait une déclaration qui a heurté beaucoup de gens. Si vous avez suivi Maïga, il a dit, mais écoutez, nous ne pouvons pas laisser tout le président de la République décider. Nous sommes là aussi, les forces publiques doivent aussi, les forces politiques doivent aussi avoir leur place. Vous ne pouvez pas, en même temps, comme je vous ai dit, incarcérer des journalistes et en même temps prétendre que vous avez une vision globale nationaliste. Non! C'est pourquoi je dis on ne peut pas aller dans un bras de fer total et dans une rupture totale avec la communauté internationale tant qu'on n'a pas une adhésion. Donc la vision, il faut que la communauté internationale, la communauté la politique, la vision, que la population adhère à la vision de gouvernants. Or, pour le cas d'espèce du Mali, la junte semble être un peu découpée, ou bien, en fait écartée par rapport à la position du peuple. Comment la population malienne a accueilli justement cette nouvelle? Elle a très bien accueilli la nouvelle. Vous avez l'air d'avoir des avis. Vous avez l'air d'avoir des avis différents. On se laisse. Je vous ai évoqué hier la sortie fracassante du Premier ministre malien qui indexait effectivement les autorités. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est pas un secteur original. Recontextualisons. C'est pas un secteur original. Recontextualisons. Lorsque la MINUSMA s'en va,
il y a une adhésion. Pourquoi? Parce que lorsque la MINUSMA part, c'est parce que l'État, entre guillemets, la junte, a mis en place... attendez, je finis. Je termine seulement. La junte a mis en place une politique ou une idéologie qui fait que, entre guillemets, c'est la MINUSMA qui fait partie d'un des problèmes du Mali. Et si aujourd'hui ils s'en vont, c'est parce qu'il y a une adhésion nationale. C'est-à-dire que les populations sur place sont d'accord avec le fait que la MINUSMA s'en va. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que les problèmes du Mali demeurent. Donc, vous ne pouvez pas vous placer et dire que non, la junte n'a pas l'aval des populations. Non, ce n'est pas vrai. Dans la vision. Dans la politique souverainiste du Mali. On se laisse répondre, Frédéric Tchoungui. Oui, je vous laisse finir. Dans la politique souverainiste du Mali, l'État, la junte, a l'adhésion. Maintenant, il y a peut-être des procédés qui ne sont pas les bons procédés, mais d'une manière générale, ils sont pas cooptés, mais ils ont l'aval des populations pour pouvoir mener cela. Sinon, la MINUSMA ne serait pas partie. Vous avez interrogé les populations maliennes? Non. Je n'ai pas interrogé, je parle d'un fait. Dans cette optique, j'ai peur que le Mali s'inscrive dans une logique d'isolement. Isolement vis-à-vis de la communauté internationale. Non, le Mali ne peut pas être isolé. Mais justement, il y a l'AES. On va laisser finir. Le Mali fait partie d'une association. L'AES est composé de 3 États. Oui, mais eux-mêmes. Il ne faut pas les sous-estimer, ces 3 États. Oui. Donc, du coup, j'ai dit, je ne suis pas contre une coalition ou bien un conglomérat d'États. On va laisser Ibouba répondre. Vous n'avez pas l'air d'accord sur la question de l'accueil de la population. Comment la population accueille très bien cette décision-là. Ce que je vous dis, c'est une question de souveraineté aujourd'hui. Aujourd'hui, les Maliens sont fiers que le Mali puisse quand même avoir sa souveraineté. C'est une question de souveraineté, Makela Ngabla. C'est ça qu'il faudra comprendre. Le Mali, aujourd'hui, avec cette gente-là, depuis la bataille solennelle, et qu'il faudra tout faire pour faire face à ces djihadistes-là. Ces djihadistes-là, pour faire, il faut chercher. C'est des forces occultes. Donc, ces forces-là, ils sont animés, ils sont protégés, ils sont soutenus par qui? Ils sont soutenus sur le plan international. Et le fond du problème est que le Mali a aussi le droit de trouver une force qui peut l'aider défensivement pour pouvoir pallier à son problème interne. Et c'est ce qui se passe, d'où la présence de Wagner. Et aujourd'hui, la présence de Wagner est saluée par la population malienne parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Vous avez vu depuis la présence, excusez-moi, depuis que Wagner est présent au Mali, vous avez très bien vu que excusez-moi, vous avez très bien vu que le Mali quand même a pu récupérer une bonne partie de son territoire. Et je crois que ça c'est très important. D'où la souveraineté malienne est là. Aujourd'hui, le départ de la MINUSMA veut dire effectivement que le Mali va trouver sa souveraineté et que le Mali, la souveraineté qu'elle trouve, c'est une souveraineté politique. C'est une souveraineté politique parce que justement, elle peut traiter avec l'AES. C'est une souveraineté économique parce qu'elle peut traiter avec n'importe quel pays qu'elle veut pour pouvoir asseoir. Attendez, on va se laisser répondre. On se laisse répondre. Frédéric Tchoungui, juste un instant. Makela Ngabla, juste après. Là, on se place d'un point de vue de la junte. C'est-à-dire que nous essayons de savoir si la junte a eu l'adhésion de la population. Mais il faut aussi se poser d'un point de vue de l'ONU. Hier, j'ai écouté une interview d'une responsable des Nations Unies qui entre guillemets, menait, j'ai oublié son nom, veuillez m'excuser, mais qui faisait partie de ce programme-là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit cette chose précise. Elle dit qu'il y a eu un problème au niveau de la mise en œuvre du plan. Pourquoi? Parce que les Nations Unies n'étaient pas vraiment au fait de ce que voulaient les populations. C'est-à-dire que les Nations Unies n'ont pas réellement joué un rôle de communication par rapport aux actions qu'ils posent sur place. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui avec les Nations Unies, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. On ne comprend pas ce qu'ils font. On voit qu'ils aident de temps en temps, on voit qu'ils soutiennent de temps en temps, mais on ne comprend pas la ligne directrice, la politique des Nations Unies sur notre terrain. Et c'est là où le bas blesse pour les Nations Unies. Et c'est pour cette raison-là que... Mais avant de finir, je termine. C'est pour ça que... On vous laisse répondre juste après, je termine juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Nations Unies ne sont plus légitimes à être sur notre territoire lorsqu'elles viennent aider parce qu'on ne comprend pas ce qu'elles font. Et donc, juste pour faire le dernier parallèle, lorsqu'il y a le départ ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas la junte qui vient se lever un matin qui dit vous partez, ils sont partis. Non, il y a eu un travail qui a été fait, un travail pour dénoncer les manquements des Nations Unies. Les populations s'en sont rendues compte et ça a commencé à mener une défiance qui a grandi et qui a donc conduit à la situation dans laquelle on est. Juste un dernier point. Vous avez tout à l'heure dit que je n'ai pas interrogé tous les gens du Mali.
soyons sérieux, je vais interroger. Non, j'ai dit, est-ce que vous avez... Non, est-ce que vous avez... Je suis obligé de me baser sur ce que j'ai. On poursuit le débat, Makaël Gebla. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Moi, je vais juste répondre que si... Comme ça, on poursuit après. Avant que la MINUSMA intervienne ou bien vienne au Mali, certainement, vous devez lire le clause de votre présence. Et les autorités maliennes auraient dû au moins être vigilantes dans les clauses, dans les accords qui devaient être signés entre le Mali et les autorités onusiennes. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi je dis, quand vous dites que non, nous ne comprenons pas, mais vous ne comprenez pas. Le peuple est représenté par qui? Par les autorités. Le peuple est représenté par le pouvoir. Et donc, si les autorités maliennes, à travers le ministre des Affaires étrangères, n'ont pas pu disséquer le contenu des accords, ce n'est pas au peuple de disséquer. Donc, ça, écartons cela. Maintenant, le problème n'est pas là. C'est que le Mali peut diversifier ses relations multilatérales et bilatérales. Mais le problème, c'est que là, le bas blesse, c'est que l'AES, dans leur ensemble, les 3 États dont vous avez cité, reposent tout le sport sur qui? C'est le Wagner. Et est-ce que là, la souveraineté... On va justement, je voulais vous interroger sur, vous l'évoquiez depuis tout à l'heure, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, comprend 3 États, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Aujourd'hui, Frédéric Tchoungui, le retrait de la MINUSMA, est-ce qu'il peut entraîner une déstabilisation sécuritaire au niveau des États de l'AES? Est-ce qu'il y a un risque? Non. Pourquoi? Parce concrètement, que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le plateau pour dire que la MINUSMA ne règle rien. Elle ne règle rien. Pourquoi? Parce que... Pas même stabilisée? Elle ne règle pas les problèmes sur le long terme. C'est-à-dire qu'elle va venir jouer un espèce de placebo, c'est-à-dire qu'elle va essayer de régler les problèmes tels qu'elle peut les régler, mais elle ne règle pas le fond du problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'épouse pas les revendications de ces peuples-là. Elle n'est pas dans cette logique-là. Elle a un autre narratif, elle a un autre agenda qui est soit de perpétuer sur le sol de ces 3 pays-là, donc de l'AES, la mainmise des multinationales ou la mainmise d'un État, d'une certaine féodalité. Elle n'est pas là pour les intérêts des Maliens. Elle est simplement là pour anticiper un agenda, pour ensuite aller rendre compte à New York de ce que nous faisons sur le terrain. Ensuite, ces oligarques-là, ou bien ces oligarques, ou peu importe comment on les classifie, en tout cas, ces personnes de l'establishment, comme j'ai fait, ces technocrates, c'est plutôt le mot que je cherchais, vont s'engaillardir et dire regardez ce que nous faisons au Mali. Mais est-ce qu'on règle les problèmes des Maliens? Est-ce qu'on règle les problèmes des Burkinabés? Est-ce qu'on règle les problèmes du Niger? Non. Aujourd'hui, quelles sont les priorités justement du gouvernement malien pour sécuriser le pays? Makaël Gebla? La priorité devrait être quand même, en fait, l'agenda devrait être mis sur la question de mobilisation des forces extérieures intérieures. C'est-à-dire que si de l'heure que vous ne voulez pas des forces extérieures, la MINUSMA et les forces françaises, vous devez miser sur une approche locale nationale. Or, l'approche locale nationale bute effectivement à des réticences, à des résistances, même des forces politiques maliennes. Moi, je suis un peu la situation au Mali. Je suis en contact également avec des forces politiques extérieures qui sont là. Je suis en contact également avec des journalistes maliens qui me rapportent l'information par rapport à ça. Donc, l'agent au pouvoir actuel au Mali semble, de mon point de vue, s'enliser dans une démarche autiste, dans une démarche, même je dirais, solitaire, qui, de mon point de vue, risquera à la longue créer une tension. Et la tension elle a commencé hier, quand un Premier ministre en exercice s'élève et se démarque par rapport à une position gouvernementale et une position du président de la République. Ça veut dire que dans les jours à venir, on va s'attendre effectivement à des jours très très contrastés à Bamako. Ibouba, est-ce que le Mali aujourd'hui dispose des moyens nécessaires pour répondre à ces différents défis? Je vous ferai réagir après, Frédéric Tchoungui. Je voulais réagir quand on parlait de politique un peu autiste et de position autiste. Avant cela, est-ce qu'aujourd'hui le Mali dispose des moyens nécessaires, que ce soit en termes de ressources humaines, mais également financiers, pour répondre à tous ces défis, notamment sécuritaires? Elle essaye, parce que jusque-là, je crois qu'elle est en train de tenir bon, depuis qu'elle a pu quand même avoir ce partenariat avec la Russie, avec la Russie notamment, donc, et d'autres... La Chine, la Chine et d'autres partenaires, je voudrais dire. Donc aujourd'hui, je crois qu'elle est en train de quand même, les forces de sécurité et de défense sont en train d'apporter ce qu'ils peuvent apporter pour le pays, pour pouvoir garantir plutôt la sécurité des biens et des personnes, donc maliens. Maintenant, ce qu'il faudra noter, est-ce que cette force de défense et de sécurité continueront à maintenir le cap? Ça, c'est un problème. Puisque... Voilà, là où on en vient. Oui, non, c'est un problème. Puisque aujourd'hui, l'effectif, peut-être sûrement de cette force de sécurité, est-ce qu'elle peut contenir les forces occultes
Ça, c'est un autre problème à se poser. Quelle sera... C'est une guerre asymétrique. Oui, c'est une guerre on va laisser, on arrive bientôt au terme de l'émission, on va essayer de départager la parole. Frédéric Tchoungui, peut-être une réaction. Juste pour réagir. Non, mais en fait, monsieur, lorsqu'il y a une politique qui est mise en place, il y a forcément des dissidents. Vous avez parlé tout à l'heure du monsieur en exil, le Premier ministre ou bien du ministre. Il est ministre en exercice. Ah, en exercice, oui. Même en exercice, même parfois, et c'est même parfois à l'intérieur. Très bien, le Premier ministre en exercice c'est tout à fait normal. Ça peut arriver. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous passer sur le factuel. La MINUSMA est venue, elle n'a réglé aucun problème. Nous sommes dans un État souverain qui peut tisser des liens avec qui il veut, dans la mesure qu'il veut, bien sûr. Bien sûr que si, je vous explique pourquoi, parce que je suis un État souverain, comment vous pouvez dire non? La souveraineté n'engage pas personnellement un État d'aller prendre des terroristes et signer avec eux des... Non, c'est vous qui les qualifiez de terroristes. C'est vous qui les qualifiez de terroristes. C'est les paramilitaires. Non, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que l'État souverain fait ce qu'il veut. Il est capable de tisser des liens avec qui il veut, comme il le souhaite. Nous avons eu un mode de fonctionnement pendant une certaine période qui n'a rien donné. Nous pouvons aller, moi je pense légitime, et je ne suis pas un pro-junte, je ne suis pas un pro, peu importe, je suis juste un analyste qui se dit qu'il y a eu des méthodes qui ont été faites avant et qui aujourd'hui n'ont pas porté de fruits. Alors, essayons autre chose, essayons de voir autre chose. Et pourquoi pas ouvrir vers Wagner? Il y a cette possibilité-là, faisons-le. Et on verra les résultats. Makaël Guebla, je vous laisse conclure l'émission. Je suis dans une logique légaliste. Moi, je me dis, quand on est un État, on est censé respecter certaines normes internationales. Les normes internationales nous invitent, nous, États, à aller vers des accords conventionnels entre tel ou tel État. Or, ce qui lie le Mali et à Wagner, c'est que c'est un accord qui sous-entend des zones d'ombre. Votre convention internationale n'a rien donné depuis. Hein. Non, mais c'est bien de rentrer dans cela, ça n'a rien donné. Hein. Non, mais on ne peut pas appartenir à une composante internationale, donc l'ONU, en même temps sortir d'un cadre légal. C'est ça en fait, moi mon problème avec PAB, mais j'ai pas un problème. Il faut des réformes. Moi je suis dans une logique de réforme, certes, et les réformes passent par des propositions. Maintenant, les cas d'espèce pour le Mali, c'est qu'on ne peut pas être dans une dynamique internationale, assister à des forats internationaux à New York, en même temps vouloir dire, écoutez, nous ne voulons pas de l'amusement à Bamako. Je suis d'accord avec eux. Maintenant, vous dites qu'effectivement on peut aller vers Wagner. Mais Wagner elle-même, c'est une force occulte. Si pour reprendre votre terme, Wagner elle-même c'est une force occulte, parce qu'elle n'a pas une légalité, elle n'a pas une légitimité même avec l'armée russe. Si le Mali avait acheté directement des armes auprès de la Russie, on aurait compris. Mais là, c'est une force qui est délocalisée, qui doit intervenir sur tous les théâtres d'affrontement, mais qui répond à personne. Et c'est ça notre question. Donc, s'il y a des abus, madame, s'il y a des abus, s'il y a des bavures, à qui on va imputer la responsabilité? Est-ce que vous, Maliens, vous avez poursuivi Wagner devant quelle juridiction? Alors que si c'était l'État malien, l'État russe, les autorités maliennes auraient la légitimité de saisir... Attendez, excusez-moi, les Nations Unies, et c'est tous ces pays qui sont venus au Mali, qui ont commis des exactions, on les a poursuivis? Mais si on les a poursuivis, non, on peut déclencher l'enquête. Vous déclenchez l'enquête, ça aboutit? Non, vous pouvez déclencher l'enquête. Est-ce que ça aboutit? Faire recours, mais écoutez, est-ce que ça aboutit? Vous savez, on arrive bientôt au terme du débat. Non, madame, s'il vous plaît, une seconde. Laurent Gbagbo a été victime pour certains de lâchage médiatique, de lynchage médiatique, également d'un abandon de la communauté internationale. Mais Laurent Gbagbo, au bout de 8 ans à la Cour pénale internationale, a été gracié par qui? Par un avocat pénaliste qui était venu à la Cour pénale internationale pour déconstruire l'argumentaire développé par la communauté internationale. On va laisser, le débat va se poursuivre peut-être en commentaire auprès de nos téléspectateurs. Malheureusement, on manque de temps. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine émission. En tout cas, c'était un débat riche avec des perspectives multiples sur cette décision, ce départ de la MINUSMA, qui ouvrira peut-être une nouvelle page pour le Mali et pour la sous-région. Je voudrais vous remercier personnellement, Makaël Guebla, Frédéric Tchoungui et Bouba, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live.